Au fond, on a vécu de 2016 à 2019 la sixième jusqu'à la neuvième heure de ce qui est apparu un calvaire à beaucoup d'Européens. Amérique, m'as-tu abandonné? Est-ce que c'est l'heure d'une forme de résurrection? Elle est possible, mais à condition évidemment d'avoir une pleine conscience de ce qu'est devenu aujourd'hui l'Alliance et des cycles aussi historiques qu'elle a accompli. C'est sûr que l'Alliance a été une très belle réussite. Et la question de savoir, c'est si sa mission quelque part est finie. C'était le constat, en réalité, le constat terrible de Trump. Dès mars 2016, l'OTAN est obsolète. Et puis la question que posait le président Macron, dit économiste, est-elle en mort cérébrale? Alors, il faut reconnaître d'abord que oui, elle est à plus de 71 ans maintenant, presque en passe de dépasser le score historique de l'alliance de Delos, 73 ans. On n'a jamais connu dans l'histoire des alliances qui avaient duré autant et surtout des alliances en temps de paix. Donc, elle constitue une incongruité. Et, elle a réussi un premier cycle qui était de défendre l'Europe occidentale face au pacte de Varsovie, incontestablement. Elle a réussi un deuxième cycle post-guerre froide, on peut dire aussi remarquablement, s'élargissant, contribuant à la stabilisation du vieux continent au moment de l'explosion de l'Union soviétique, en intervenant dans les Balkans. Mais on voit bien qu'après avoir accompli ce second cycle, la question est celle du troisième cycle, de ses missions. Et on voit bien qu'elle a accumulé aussi un certain nombre d'échecs ou de déceptions. La première d'entre elles a été sans doute de ne pas parvenir à aller aussi loin qu'à un moment les choses étaient envisagées, de devenir dans sa tentative d'intégration continentale face à la Russie, de retrouver un moment où non seulement elle était en blocage, mais elle était confrontée à des conflits. Alors, il ne faut pas dire qu'elle n'en était certainement pas la cause, mais qui pour partie étaient justifiés comme une réaction au risque de son extension. Et on voit bien aujourd'hui qu'elle a un environnement qui est problématique, les Géorgie, Ukraine, Biélorussie, etc. La deuxième tentative a été une volonté de sortir de son aire géographique, qui était le vieux continent, l'Atlantique, la Méditerranée, et de participer notamment à des conflits lointains. Je pense en Afghanistan, mais aussi en Libye. Elle a pu, à ces occasions, revenir avec une expérience, en tout cas mitigée, ce qui montre bien son désarroi. Je dirais que malheureusement, malgré des déclarations qui étaient souvent très ambitieuses, Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a eu à gérer une période extrêmement difficile. Mais je lisais son communiqué à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui a eu lieu il y a quelques jours, le 2 ou le 3 décembre. Et sur l'Afghanistan, au fond, et pratiquement sur tous les sujets, il exposait un dilemme. Faut-il partir? Faut-il rester? Si on reste, on risque d'être à l'origine d'une reprise de la conflictualité et des troubles dans ce pays. Et si on part, on risque de laisser la place à un nouveau sanctuaire. Voilà. L'Afghanistan, je reprends ses propos, soit on prend le risque de voir les combats se poursuivre si l'on reste, soit si l'on part, le risque de voir le pays devenir un sanctuaire. Et on a un peu l'impression que l'OTAN, elle est dans toute une série de dilemmes qu'elle ne parvient pas aujourd'hui à facilement surmonter. À un moment où, heureusement d'ailleurs, vous le savez, un travail a été entrepris, intellectuel, pour justement travailler sur le concept stratégique de l'OTAN. Alors, je pense que l'OTAN peut persévérer. Je vous dis 71 ans, 72 ans, 73 ans. La question est de savoir comment elle se survit et pourquoi. Et cela implique, à mon avis, trois clarifications. La première, c'est une clarification vis-à-vis d'un certain nombre de ses membres, mais c'est une clarification qui ne peut venir que d'eux. Vis-à-vis de la distanciation américaine que l'on a constatée, qui est une prise de distance historique, parce qu'en réalité, une partie de le désengagement commence bien avant, et même avant Obama, dès Clinton. Au fond, quelle est la volonté de réengagement des Américains
dans la sécurité européenne, au-delà de la problématique de la défense collective qui, celle-là, à mon avis, n'est entamée d'aucun côté. Et donc, ça veut dire la participation des Américains aux crises, à la gestion d'un certain nombre de défis de sécurité qui menacent les Européens. Le deuxième, c'est les conséquences de la différenciation britannique et le risque du splendide isolement. Les Britanniques avaient dans l'Alliance une position très particulière de cheville entre l'OTAN, l'UE. Ils étaient un rouage finalement essentiel de ce dialogue transatlantique. Est-ce que demain, leur position, ce risque de splendide isolement ne leur fait pas plus jouer ce rôle qui a été utile, en fait, à plusieurs raisons. Le troisième, donc distanciation, différenciation, bah, c'est la dissociation turque. Jusqu'où elle va, elle est, on voit bien aujourd'hui dans un certain nombre de dossiers, je pense évidemment à la problématique turco-grecque, à la question des risques de blocage, voire même des désordres que l'on constate en Méditerranée orientale. Donc ça, c'est la première clarification. La seconde clarification, elle est, elle est dans le lien entre l'Union européenne et l'OTAN. Je pense que s'il y a quelque chose qui ne pose pas question, c'est la grande efficacité, le rôle incontournable de l'OTAN pour assurer le formatage des forces, la standardisation, l'interopérabilité. Il y a eu au mois de novembre en Lituanie des manœuvres qui ont été entreprises, je crois que ça s'appelait Iron Wolf, et qui montrent, voilà, ce rôle est absolument essentiel pour préparer des forces, les habituer à travailler en commun, à combattre en commun. Et donc, je dirais, d'un point de vue militaire, de la capacité militaire, de la technique militaire, l'OTAN, quelque part, est irremplaçable. Premier constat, si elle ne se le renouvelle pas, elle est historiquement dépassée. Elle reste politiquement indépassable. Et elle reste que politiquement indépassable parce que, je dirais, la plupart de nos partenaires n'envisagent pas pour l'instant de penser les questions de sécurité européenne dissociées de l'OTAN. Et donc, c'est pour ça que le lien entre l'UE et l'OTAN est absolument essentiel. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut bien constater quand même que les moyens qui manquent à l'Union européenne sont les moyens qui manquent dans l'OTAN et réciproquement. Quand on veut générer des forces pour aller sur des théâtres extérieurs, ce sont les mêmes processus dans l'OTAN et dans l'UE. Et ce sont les mêmes absences qu'on constate. D'abord, une absence de volonté. Je lisais, je crois qu'il y a quelques jours, on a déclaré opérationnel un commandement intégré de forces spéciales réunissant dans l'OTAN les Belges, les Danois, le Pays-Bas. Oui, très bien. Dans le même temps, la France attend encore les forces spéciales qui devaient l'aider dans cette force au Mali, dans cette force Tabouka. Donc, on peut continuer la machinerie, le perfectionnement de cette machinerie otanienne qui est formidable. Mais après, on se retrouve confronté exactement au même problème dans l'Union et dans l'OTAN, la volonté, la vision et des moyens qui manquent dans les deux camps. Donc, cette question, elle est essentielle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à envisager que l'OTAN, en s'européanisant davantage, ça veut dire quand même des transferts de responsabilités, ça veut dire aussi une augmentation de la contribution à leur défense collective des Européens, puisse devenir de manière plus affirmée non seulement l'outil de la défense collective entre Américains et Européens, mais le bras séculier de certaines gestions de crise européennes. Rien de tout ça, et tout ce qui avait été entrepris dans le passé, je pense aux initiatives Berlin Plus, etc., ont échoué. Donc ça, il y a quelque chose d'essentiel. L'évolution de la défense européenne, qui est si peu aujourd'hui développée encore, et la survie de l'OTAN, c'est en réalité le même dossier. Mais il faut évidemment, il y a besoin d'une clarification. Le troisième échec, et c'est là où je suis inquiet, je vais terminer par là, de voir au fond dans quelle direction semblent avoir travaillé les experts qui envisagent de renouveler le concept stratégique 2010, qui au fond est un concept relativement classique par rapport aux missions de l'OTAN. C'était d'abord la défense collective, ensuite c'était la gestion de crise,
Kosovo, Libye, etc. Et enfin, c'était ce qu'ils appelaient, je crois, la sécurité coopérative avec un certain nombre de pays. Alors, évidemment, quand on voit bien les problèmes, les risques de buter pour se mettre d'accord, par exemple sur la gestion de crise que je viens de mettre en avant à l'instant, il y a une tentation qui est récurrente de l'OTAN d'aller dans des domaines qui sont éminemment politiques, qui rencontrent éminemment les problèmes de la souveraineté des États. Je préfère finalement, comme les Allemands, parce que c'est plus simple, parler de souveraineté européenne plutôt que d'autonomie européenne après ce que j'ai dit. Mais donc, traiter de la cyberdéfense dans l'OTAN, ça va s'il s'agit des problématiques de cyberdéfense liées à l'emploi des armées, liées à ce qu'on appelle la lutte informatique active dans le cadre d'opérations ou de conflits. Enfin, la cyberdéfense, la protection des systèmes, des infrastructures critiques européennes, ça touche le cœur de la souveraineté européenne. Donc c'est la question des États et possiblement des délégations qui demanderaient à être faites et qui ne sont pas faites au niveau de l'Union européenne. On pourrait dire la même chose du terrorisme. Il y a effectivement des actions de lutte contre le terrorisme à l'extérieur qui ne posent pas de problème, mais on comprend bien que la lutte contre le terrorisme entre États européens, elle se débat politiquement, plus normalement, plus facilement au sein de l'Union européenne. Donc voilà, je dirais, les clarifications unilatérales d'un certain nombre de pays, et la question de la clarification vis-à-vis de la Turquie n'est pas la moindre, une clarification de la relation entre l'Union européenne et l'OTAN, et la troisième, elle est quelle suite donnera-t-on aux 138 propositions du groupe d'experts sur le concept stratégique. Et je crains que d'une certaine manière, on s'égare alors qu'on a besoin de se recentrer sur la fonction militaire de l'OTAN. C'est essentiel parce que la solidité de l'OTAN, y compris de manière dissuasive par rapport à des pressions qui s'exercent à son pourtour, est essentielle. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on a un outil qui peut être adapté, décliné pour de la gestion de crise? Je constate, et ce que je disais tout à l'heure, plutôt mort historique des alliances après la guerre froide et coalition de circonstances. C'est ça en réalité qui marche. Ce sont des coalitions ad hoc, sur mesure, faites en fonction de la nature du conflit et puis des intérêts diplomatiques et internationaux des États qui, pour cette raison, s'impliquent ou ne s'impliquent pas. Merci. Merci beaucoup, Louis Gauthier. Alors, Daniela, je vais me tourner vers vous maintenant. Louis Gauthier a évoqué ces deux termes d'un débat qui a beaucoup agité les experts, en particulier français et allemands ces dernières semaines, souveraineté et autonomie. Et je vois qu'en Allemagne, on a des idées assez, bien sûr, différentes sur cette question et sur ce débat. Est-ce que vous pouvez nous le situer un petit peu ? Oui, merci beaucoup pour cette question et je suis ravie d'être avec vous parce qu'effectivement, le dialogue franco-allemand sur ces questions à la fois européennes et transatlantiques me semble d'une très grande importance en ce moment. C'est vrai que l'Allemagne a débattu ou est en train de débattre du terme autonomie stratégique et ça peut étonner parce que ce terme se trouve dans des conclusions du Conseil européen de 2013 et se trouve aussi dans la stratégie globale de l'Union européenne de 2015. Alors, il a été là depuis longue date et le fait qu'il soit débattu de cette manière très animée, à mon avis, nous démontre deux choses. La première, c'est que le concept et son opérationnalisation est intégré dans le débat sur notre relation avec les États-Unis. C'est pour ça que ça reprend de vitesse et d'émotion après l'élection de Joe Biden. Parce qu'il y a quelques-uns qui disent, même si on va avoir un président américain à partir du mois de janvier qui va nous aider, qui va reconstruire l'alliance transatlantique avec nous, les Européens doivent quand même prendre en charge le destin d'une manière plus autonome et avec beaucoup plus d'investissement. Et après, il y a d'autres qui disent, oui, mais c'est un risque de mettre l'accent sur l'autonomie. C'était un risque sous la présidence de Donald Trump, parce qu'il a utilisé ceci comme argument contre les Européens pour justifier un désengagement de la part des États-Unis. Et aujourd'hui, le même risque persiste, pas parce que Biden va dire la même chose, mais parce que
les républicains au sein du Sénat peuvent utiliser ce même argument et rendre l'engagement transatlantique pour le président Biden plus difficile. Voilà les craintes qui sont sur la table, mais il y a un deuxième élément qui pousse le débat en ce moment, c'est la réalisation que malgré le fait que le terme autonomie stratégique est là quand même depuis 7 ans et depuis 5 ans dans notre document clé de stratégie européenne, il n'y a pas de progrès en matière de capacité. Et non seulement capacité militaire, mais c'est ça l'élément qui est aussi important pour le débat européen et pour le débat transatlantique. Quand le terme est né, il était beaucoup plus ciblé sur les questions de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, quand on parle de l'autonomie stratégique, on est bien conscient du fait que l'Europe n'est pas autonome, par exemple en matière des questions économiques, par rapport aux questions, en matière des questions de politique étrangère. Et c'est sous la présidence Trump qu'on a très bien compris où sont nos limites et on a vu notre capacité de mener, même si les Européens arrivent à se mettre d'accord sur certaines questions, on n'a pas pu opérationnaliser ces choix. Prenons par exemple le sujet de l'Iran et le fait que le président Trump s'est retiré de l'accord JCPOA. Les Européens ont voulu le tenir, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait la menace des sanctions, il n'y avait pas la capacité d'assurer les paiements vers l'Iran, etc. Et donc aujourd'hui, ce concept d'autonomie stratégique est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Je pense qu'il a toute sa légitimité, mais la question stratégique que doit se poser l'Europe ensemble, c'est dans quelle mesure on a confiance qu'avec Joe Biden au White House, à la Maison-Blanche pendant 4 ans, on peut à la fois mener une approche plus constructive transatlantique et travailler avec les États-Unis et en même temps renforcer nos propres capacités d'action. Et comme je l'ai dit, ça concerne la défense et la sécurité dans le sens large, c'est-à-dire sécurité interne mais aussi externe. Mais comme je l'ai dit, ça concerne aussi la capacité de gérer notre destin en matière économique et financière. Et donc, la réponse, à mon avis, et je reviens au sujet franco-allemand, la réponse est un peu différente à Berlin qu'à Paris. Je vois dans les discussions à Paris, en fait, aussi les propos du président français qui pousse plus vers une action européenne plus rapidement détachée des États-Unis. Et donc, il me paraît que les conséquences tirées des 4 ans de Trump sont quand même d'autres à Paris. En Allemagne, il n'y a pas de naïveté par rapport à la situation politique aux États-Unis. Et on sait très, très bien que Joe Biden a des contraintes domestiques très fortes et qu'il ne bougera pas sur beaucoup de questions. En fait, c'est très difficile pour lui de s'engager rapidement dans des questions transatlantiques et de politique étrangère, parce que d'abord, il faut s'occuper des questions domestiques, notamment la gestion de la crise sanitaire, la situation économique, etc. Et après, il doit aussi se rendre compte que les électeurs de Donald Trump, les 73 millions qui ont voté pour lui une deuxième fois, ont aussi des attentes et sont là pour lui rappeler qu'il y a des besoins américains. Et donc, il ne sera pas très libre dans son agenda international. Mais en même temps, du point de vue allemand, c'est plutôt le moment de construire un agenda transatlantique dirigé vers le monde. Et là, j'arrive à mon dernier point qui, à mon avis, est très important et essentiel. C'est la question si on arrive d'abord à rétablir la confiance mutuelle, mais ceci sur une base de nos valeurs normalement partagées, mais que Trump a carrément fait disparaître de la relation transatlantique, c'est-à-dire sur la base des valeurs démocratiques, de démocratie libérale. C'est-à-dire il faut regarder aussi en interne ce qui s'est passé et comment renforcer les démocraties à la fois aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et donc, la manière dont on traite de la question de l'Hongrie et de la Pologne, même cette semaine, c'est une question clé pour notre crédibilité quand on se tourne vers les États-Unis
Et quand on veut s'engager vis-à-vis d'autres pays dans le monde et qu'on veut peut-être leur signaler qu'on veut baser la relation sur certaines valeurs. Donc, la question concerne les États-Unis et les Européens et ça sera un sujet important pour l'OTAN. Louis Gauthier vient d'évoquer la Turquie. Là, on a un pays au sein de notre alliance qui ne respecte plus ses valeurs. Et la question à laquelle les partenaires transatlantiques doivent trouver une réponse, c'est comment gérer cette situation au sein de l'alliance transatlantique. Daniela, ce que vous disiez au début sur la stratégie globale européenne de 2016, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu là? Parce que cette stratégie n'a pas été débattue au Conseil européen. Parce que si je me souviens bien, elle est tombée en plein milieu de la semaine où il y avait le Brexit, où il y avait le vote du référendum pour le Brexit. Et je crois que le Conseil européen ne l'a pas formellement adopté. En tout cas, ça n'a pas été débattu, ça a été salué, je crois, cette stratégie. Et du coup, finalement, ce concept d'autonomie stratégique s'est installé dans la phraséologie, si je puis dire, de l'Europe sans que personne ne soit vraiment mis d'accord sur ce dont il s'agissait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Procéduralement, vous avez raison, il n'y avait pas de débat au Conseil, mais il y avait, parmi ceux qui ont tenu la plume, ils ont eu des contacts très intenses et réguliers en bilatéral avec tous les États membres. Donc, je suis assez sûre que le concept n'est pas tombé du ciel, mais que le document global, en fait, n'a pas été débattu au Conseil, c'est vrai. Mais, à mon avis, il y aurait eu ample occasion après de remettre en question le concept, de se distancer de ce concept même et de dire que ce n'est pas une base de travail commune. Et ceci n'a pas eu lieu. C'est aujourd'hui, en fait, depuis quelques années, que le terme fait débat. Moi, je ne trouve pas que c'est un mauvais débat. Au moins, ça nous permet de nous entendre sur un concept que les Européens doivent partager s'ils veulent agir à l'échelle internationale. Et là, on est dans une discussion transatlantique, donc c'est un élément clé pour approcher la relation transatlantique. Si on n'est pas d'accord sur le terme, ça, ce n'est pas le problème. Ce qu'on doit établir d'abord, et c'est aussi important pour la relation transatlantique, c'est une vision commune des défis, des risques de sécurité, et des menaces à l'avenir qui sont en pleine évolution avec le progrès technologique qui est en train de se faire. Et là, on voit en parallèle, et Louis Gauthier vient de l'évoquer, on a en parallèle un débat sur ces questions au sein de l'OTAN, mais aussi au sein de l'UE, avec le nouveau compass stratégique qui va être élaboré qui est en train d'être élaboré, qui doit justement fournir un outil pour les Européens qui donne une vue européenne des défis à venir, notamment en matière de sécurité et de défense. C'est un élément clé parce que si on n'est pas d'accord sur la menace, si on n'est pas d'accord sur les intérêts qu'on a dans certaines régions ou sur certaines questions, on ne pourra pas agir stratégiquement ensemble. Et reconstruire ou repenser l'alliance transatlantique sans que les Européens aient fait ce travail, ce serait presque du temps perdu parce qu'on va se trouver alors dans une situation de désaccord entre nous et ça ne renforce pas notre position dans ce dialogue pour lequel une porte s'ouvre avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Mais en même temps, ce sera un vrai débat parce que entre nous, avec les Américains, on ne sera pas d'accord avec beaucoup de questions stratégiques au départ. Donc, il faudra qu'on se discute un peu, notamment par exemple sur la stratégie vis-à-vis de la Chine, sur d'autres questions. Et c'est utile de clarifier les choses. Mais si les Européens arrivent sans base commune, sans compréhension d'où on veut développer l'Europe en tant qu'acteur international, on perd une opportunité. Oui. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à
À Nicolas Bavrez, j'ai oublié de vous donner une petite consigne d'intendance, mais que certains d'entre vous ont déjà intégré de toute façon, qui est vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà dans la petite boîte questions-réponses en bas de votre écran pour tous ceux qui sont à distance, et vous êtes nombreux, plus d'une centaine. Donc allez-y et je les transmettrai tout de suite après. Donc Nicolas, la parole est à vous. Vous avez, je crois, un constat et une proposition sur l'avenir de cette relation transatlantique. Allez-y. Merci beaucoup. Repartons effectivement de l'histoire. Donc, il y a eu 3 moments dans l'histoire de l'Alliance. Elle a donc été mise en place avec la guerre froide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est mise en place sur un concept qui a été très efficace, le concept du cantonnement, qui misait sur l'effondrement intérieur de l'Union soviétique, avec le refus d'un affrontement frontal, mais en revanche, une résistance militaire qui était fondée sur la supériorité technologique, le fait de bloquer l'expansion soviétique et de reconstruire les pays européens. Donc c'était une alliance militaire et stratégique, mais avec un objet qui était un objet politique plus large, et cela a bien fonctionné puisque finalement, comme l'avait dit Kennan, le dénouement s'est fait par l'effondrement intérieur de l'Union soviétique. La deuxième période, c'est 89-2008. C'est une période très ambiguë parce que, de fait, en apparence, l'OTAN n'a plus d'ennemis, elle subsiste. C'est le moment de l'hyperpuissance des États-Unis, c'est le moment aussi, précisément, où les États-Unis perdent le contrôle du monde. Ils en perdent le contrôle sur le plan stratégique avec les attentats de 2001 et les guerres enlisées et perdues d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Ils perdent le contrôle du capitalisme avec le krach de 2008. Maintenant, ils ont, y compris, perdu le contrôle de leur démocratie avec l'épisode populiste de Donald Trump. Et ce pays, et d'ailleurs l'Occident en général, qui était considéré comme très en avance d'un point de vue de santé, se révèle incapable de lutter contre un virus qui est dangereux, certes, mais moins que bien d'autres. Et cette année 2020 est une année, du coup, je pense, assez charnière, parce qu'elle accélère, elle cristallise les évolutions du monde, et donc elle est d'une certaine manière la matrice du 21e siècle. Elle est importante, évidemment, avec la nouvelle hiérarchie des puissances que dessine le Covid, et avec les questions qui se posent sur l'avenir des États-Unis, de l'Europe et de l'Occident. Donc, ce que je voudrais défendre très vite, c'est d'abord le constat très paradoxal, c'est que l'OTAN est entrée en crise au moment où elle redevenait utile. Et donc, on a aujourd'hui montée des risques et répétition par les démocraties des erreurs qu'elles ont commises dans les années 30. La deuxième chose, c'est qu'on a bien besoin, de fait, d'un nouvel agenda transatlantique, mais à la hauteur des défis du XXIe siècle. Et la troisième chose, c'est que ce renouveau du pacte transatlantique n'est possible que si on a un réveil stratégique de l'Europe. Donc, le premier constat, c'est que autant on pouvait s'interroger sur l'OTAN en 1989, autant il y a plus tellement de matière à s'interroger en 2020. Parce que certes, il n'y a pas de guerre, mais les risques stratégiques majeurs sont de retour. Le djihadisme, les démocratures, la Chine qui exporte son modèle total capitaliste partout dans le monde et qui prétend à sa supériorité, la Russie qui n'a plus de démographie, plus d'économie, mais qui est un vaste arsenal et qui est dirigée en priorité sur les démocraties et sur l'Europe, la Turquie qui n'est plus du tout un allié, qui multiplie les interventions en Syrie, en Libye, dans le Caucase, qui réislamise les Balkans et qui déstabilise les sociétés européennes à partir de l'encadrement religieux et nationaliste des communautés turques en Europe. Il y a le cyber, il y a la militarisation des pôles, de l'espace, il y a une compétition globale, donc aujourd'hui, entre de nouveau le nationalisme et la religion. Ce ne sont plus les idéologies du XXe siècle, le fanatisme religieux et une nouvelle forme de régime politique qui
à la démocratie pour cible, les démocratures. Et en face, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait exactement les erreurs des années 30 face à la déflation et au régime totalitaire, c'est-à-dire que les États-Unis sont retournés chez eux, c'est le tournant protectionniste et isolationniste, et les Britanniques se sont détournés de l'Europe continentale, c'est le Brexit. Et finalement, ce qu'on peut dire en un mot, c'est que Trump a réussi à faire ce dont Staline avait rêvé. C'est-à-dire que Trump a non seulement affaibli les États-Unis, il a opposé les intérêts à l'intérieur de l'Occident, mais il a fait bien pire, c'est qu'il a déstabilisé les institutions, à commencer par l'OTAN, et surtout, il a décrédibilisé les valeurs, puisqu'il a expliqué que la proximité avec les hommes forts, Xi, Erdogan, qui était son interlocuteur privilégié, ou Vladimir Poutine, ou notre ami coréen du Nord, était bien supérieure à la défense de principes et en tout cas à l'état de droit que lui-même n'a jamais pris en compte. Donc, voilà la situation. Et vous voyez donc ce très grand paradoxe entre une relation transatlantique qui est de nouveau vitale pour défendre la liberté et l'implosion avec la multiplication des contentieux économiques, technologiques, commerciaux, fiscaux et bien sûr stratégiques, puisque Donald Trump n'avait pas caché que si je l'étais réélu, vraisemblablement, les États-Unis sortiraient de l'OTAN. Alors, la deuxième réflexion découle logiquement de la première, c'est-à-dire que, compte tenu de la situation du monde, on a vraiment de nouveau besoin d'une relation transatlantique forte. Pourquoi? Parce que les démocraties sont maintenant extrêmement minoritaires dans le monde, elles sont vraiment sous pression, et elles sont sous pression de l'intérieur avec les populistes et de l'extérieur, comme je l'ai rappelé. Également, s'impose un autre constat, c'est que quand on regarde les risques globaux du XXIe siècle, on a parlé des risques stratégiques, mais il y a aussi le réchauffement climatique, les problèmes du numérique, la recherche d'une forme de régulation de la mondialisation. Eh bien, on s'aperçoit qu'aucune des nations, même les États-Unis, ne sont pas capables d'y répondre seuls. On l'a vu à de multiples reprises. Donc, sur le plan militaire, pourquoi est-ce que toutes ces guerres ont été des guerres perdues? Parce que ça a été aussi des guerres américaines, et on a très bien vu que même si les États-Unis avaient demandé à leurs alliés ces guerres américaines n'ont pas réussi à créer la victoire ou les conditions de la paix. On l'a vu sur le plan économique, ça a été le krach de 2008, et il faut être clair, on peut dire tout le mal qu'on veut de la Chine, mais en 2008-2009, c'est la Chine qui a réassuré le monde avec son plan de relance géant, ce qu'elle ne fera certainement pas cette année. Et puis on l'a vu en 2020, une épidémie, c'est par définition une pandémie, c'est un risque global, sanitaire, et là, non seulement les États-Unis n'ont pas réussi à faire face seuls, mais ils vivent leur Pearl Harbor sanitaire. Donc, on a la démonstration que, contrairement à ce qui a été la relation transatlantique, elle est vitale, certes pour l'Europe, mais elle est encore plus vitale pour les États-Unis. Elle est d'autant plus vitale que dans la grande confrontation qui s'est ouverte avec la Chine, l'Europe est de nouveau un enjeu très important, puisque le projet chinois, c'est le projet d'isoler les États-Unis avec les émergents via les nouvelles routes de la soie, mais aussi avec la création d'une grande Eurasie. Et le fait que l'Europe ne soit pas coupée des États-Unis, c'est un enjeu stratégique majeur dans cette confrontation. Mais pour ça, il faut, comme on l'a dit, un nouveau pacte et un nouvel agenda qui s'étendent à tous ces domaines, c'est-à-dire qui prennent en compte l'économie, la régulation du numérique, et évidemment la sécurité, et évidemment ce que Donald Trump a totalement détruit, l'idée d'avoir des institutions qui permettent de stabiliser le système mondial et qui soient, si possible, inspirées par les principes de l'Occident. C'est ce qu'on avait réussi à construire en 1945 et ce qui a été systématiquement démoli par l'administration Trump. Il y a une autre chose évidemment à prendre en compte, c'est que cette relation transatlantique est fondamentale, mais elle n'est plus suffisante. Il est bien vrai que l'enjeu se déplace de l'Atlantique au Pacifique. Il est bien vrai que l'enjeu, c'est toujours la liberté politique. Il est normal que les États-Unis accomplissent une forme de pivot vers l'Asie-Pacifique, mais cela suppose évidemment d'arriver à
pas à intégrer dans l'Alliance Atlantique, ça n'aurait pas de sens, mais à articuler cette alliance avec des pays qui sont maintenant vitaux pour contenir la Chine, c'est-à-dire l'Inde, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. De ce point de vue, regardons ce qui s'est passé avec l'Australie, qui est très révélateur de la stratégie chinoise. Le message est clair. L'Australie est dans la situation du Royaume-Uni vis-à-vis de la Chine, dans la même situation que le Royaume-Uni vis-à-vis de l'Europe. C'est plus de 40% de ses exportations parce que les Australiens ont demandé une chose assez évidente, c'est qu'on essaye de savoir d'où est venu le virus, le coronavirus. Eh bien, aujourd'hui, il y a une offensive systématique contre l'Australie menée par la Chine. La condition pour arriver à avoir ce nouvel agenda, c'est un sursaut stratégique de l'Europe. Alors, il y a aujourd'hui un momentum, d'abord parce que la présidence Trump a favorisé une prise de conscience, ensuite parce que les Européens, en réalité, n'ont plus d'alternative à cette autonomie européenne. On l'a vu, le mercantilisme allemand à destination de la Chine, aujourd'hui, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible avec la Chine de Xi. Tout miser sur les États-Unis avec le risque que tous les 4 ans, on se retrouve avec un nouveau Trump, évidemment, ça n'est pas possible. Et donc, finalement, tous les Européens sont obligés d'essayer de travailler ensemble. C'est pour ça que le Brexit est un énorme contresens historique. Alors, que doit faire l'Europe? Vous voyez que ce nouvel agenda transatlantique sera d'autant plus fort qu'il sera coproduit par les États-Unis et par l'Europe et que l'Europe aura des propositions. La première chose, c'est évidemment de réussir le plan de relance européen et de l'articuler avec la relance américaine. C'est évidemment aussi d'essayer de travailler ensemble à la lutte contre l'épidémie et à la sécurité sanitaire. La deuxième chose, c'est que là encore, on est dans un cadre plus large. Les Européens doivent travailler, on va y revenir, sur le stratégique, mais aussi, bien sûr, sur la technologie, sur la réduction de la dépendance à la Chine, sur leur souveraineté fiscale, monétaire et juridique. Et c'est vrai qu'on sous-estime la force d'un levier fondamental qui est le grand marché. Ces 450 millions de consommateurs à haute valeur ajoutée valent aujourd'hui très cher dans un système mondial qui se restructure autour de grands blocs. Et la dernière chose, c'est bien sûr le stratégique, et c'est là que nous retrouvons. On a vu avec les déclarations malheureuses peu opportunes combien l'élection de Biden pouvait amener une partie de l'Europe à revenir complètement en arrière. Mais là encore, ça a été dit, Biden ne sera pas beaucoup moins protectionniste, il sera assez isolationniste. Sa priorité, ce sera les problèmes intérieurs des États-Unis. Pour que Biden se réengage en Europe, il a besoin d'un signal des Européens. Et ce signal, il doit venir de la sécurité, parce que la sécurité, c'est le socle de l'Europe politique. Donc là, il y a des engagements qui sont très clairs, parce que c'est vrai que l'OTAN et la sécurité de l'Europe sont complémentaires. D'abord parce que l'OTAN est un bien commun des Européens. Aujourd'hui, on ne peut faire fonctionner ensemble des armées européennes que sous procédure OTAN, et on ne va pas les réinventer. Et surtout, il y a une partie des risques qui ne sont pas couverts par l'OTAN et que nous devons couvrir, à commencer par le contrôle frontières ou la sécurité de la Méditerranée. Donc voilà ce pourquoi l'Europe doit effectivement s'affirmer précisément pour pouvoir relancer ce lien transatlantique. Et c'est là que la France peut avoir par ailleurs un rôle à jouer, pas un rôle de donneur de leçons, mais un rôle de fédérateur au sein de l'Union et fédérateur dans le lien que l'Union devra entretenir avec le Royaume-Uni après le Brexit. Et donc finalement, en un mot, la comparaison historique est que même si le monde est très différent, vous voyez qu'on a répété toutes les erreurs des années 30. L'idée, c'est d'arriver à un nouveau concept qui ressemble au concept de l'après-45 qui était très intelligent, c'est-à-dire un concept qui soit pas seulement un concept militaire, mais un concept stratégique et politique qui associe l'affirmation des valeurs, l'unité, non pas tellement
seulement de l'Occident, mais des démocraties, et une stratégie à la fois de régulation du capitalisme et de cantonnement des puissances qui se donnent pour objectif de détruire la liberté politique. Merci beaucoup, Nicolas. Justement, vous avez parlé du Brexit et c'est une des premières questions porte là-dessus. C'est une question de Lara Martelly qui demande quelle alliance peut-on envisager après le Brexit. Donc, ça pose la question qui, en effet, n'est absolument pas négligeable de comment incorporer ou ne pas incorporer le Royaume-Uni dans ce futur pacte transatlantique s'il existe. Alors, je vais vous demander, je crois que vous aurez tous les trois quelque chose à dire là-dessus, mais je vais vous demander d'être le plus court possible parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Louis, vous voulez commencer ? Oui, volontiers. D'abord, pour revenir sur... les termes ne sont pas importants, souveraineté, autonomie, etc. Les Européens se sont menés des querelles et aussi à l'OTAN sur tous ces sujets. Ce qui est vraiment important, c'est de renforcer effectivement les moyens européens pour faire face aux crises et d'abord pour réduire les vulnérabilités qui sapent la sécurité européenne. Et ça, je ne crois pas que c'est ni à Washington, ni dans le dialogue transatlantique qu'on le trouvera. Si les Européens ne comprennent pas que face à toute une série de menaces qui ne sont pas d'ordre militaire, mais qui fragilisent leur société, qui fragilisent leur démocratie, qui rendent leurs frontières poreuses, qui font qu'ils ne soient pas en capacité de surmonter des crises à leur périphérie, en Méditerranée, etc. Bah, écoutez, personne, il ne faut pas jamais s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc, le deuxième réaction, c'est par rapport à ce que vient de dire Nicolas. Je crois qu'il a raison, sauf comment traiter de toutes ces questions dans une OTAN qui ne peut pas être transformée. L'Union européenne est une union politique. On peut se parler de tout, on peut se disputer, il y a des procédures pour parvenir à des décisions. Quelle décision sur ces grands sujets on peut obtenir dans l'OTAN tant qu'elle est, je dirais, aussi confrontée au risque du blocage? On l'a vu encore très récemment sur, par exemple, des actions qui concernaient ou des coopérations qui concernaient des pays de l'Est et que la Turquie avait bloqué pendant 2 mois. Donc il faut quand même... Donc cet agenda... tu as tout à fait raison. Ben, il va se discuter à Londres, donc on a besoin de Londres. Il va se discuter à Berlin, il va se discuter d'abord à Paris pour essayer effectivement de renforcer, d'un point de vue des positions diplomatiques, un front commun de défense des valeurs de la démocratie. Encore que tout ça, quand on arrive après sur certains sujets, est quand même extrêmement compliqué. Dans les complications sans doute les plus fortes, il y a quand même la relation à la Russie qui est le grand perturbateur aujourd'hui, y compris dans son action de billard à 3 bandes d'instrumentalisation de la Turquie pour fragiliser à la fois l'OTAN, mais aussi fragiliser la sécurité européenne de manière directe. Et là encore, on voit bien que là, les positions, ça va être une vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on parvient à rentrer dans une discussion possible qui permette de stabiliser les relations du vieux continent, pour stabiliser ce continent? Ou est-ce qu'on repart dans une logique, justement, et là, ce serait une erreur, de l'OTAN qui se ressuscite sur une espèce d'idée de guerre froide contre la Russie, alors que tous les problèmes stratégiques, tu l'as aussi signalé, sont vis-à-vis de la Chine. Là encore, quand je regardais les débats très intéressants entre les ministres des Affaires étrangères, mais l'OTAN parle de la Chine, elle parle de la Russie, elle parle de la mer Noire, elle parle, etc. Et en réalité, de ces débats, qu'est-ce qu'il en sort d'un point de vue de la position commune? Donc voilà, il ne faut pas se... Donc, l'Alliance, son rôle militaire est incontestable. La seule question qui se pose, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas dans l'Union européenne des capacités qui existent dans l'OTAN, c'est dans quelle mesure on peut avoir ou comment ces capacités militaires peuvent être utilisées, alors qu'aujourd'hui, face à certaines crises, elles restent aussi l'arme au pied inemployée. Donc ça, c'est une vraie question. Elle n'est pas facile à traiter, pas du tout facile, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Je suis désolé, depuis, je crois, la déclaration de La Rochelle en 92, je suis associé au dossier européen, que j'ai souvent négocié, j'ai fait des propositions pour relancer la défense européenne. Donc je crois absolument à tout ça. Mais à chaque fois qu'on a tenté des questions, y compris sur l'articulation entre Union européenne et OTAN,
on n'a jamais vraiment progressé. Bon, voilà, on parle d'axes stratégiques, on parle d'agenda, mais au total, quand on est confronté à des situations, elles ne se règlent pas plus facilement dans l'Union européenne que dans l'OTAN. Donc voilà, je crois que c'est vrai, tout ce qui a été dit avant moi est absolument juste, et notamment sur le fait que on est confronté à, je dirais, une nouvelle ère stratégique qui implique que Américains et Européens soient au rendez-vous. Il vaudrait mieux qu'ils soient ensemble. Mais les Européens ne peuvent, bien sûr, y compris avec les Britanniques, mais les Européens ne peuvent pas penser qu'il suffira pour cela que les Américains parlent à leur place. Ça, c'est absolument impossible. Peut-être Nicolas avant Daniela. Alors, sur le Brexit, d'un mot, il est clair que dans la chimère du Global Britain, les Britanniques vont essayer de s'installer comme un médiateur entre les États-Unis et puis les 27. Alors, ils viennent Boris Johnson a fait voter une augmentation de 10% du budget militaire qui est directement lié à ça, c'est-à-dire que les Britanniques essayent de réassurer la crédibilité de leur instrument de défense et leur engagement dans l'OTAN pour devenir l'interlocuteur privilégié des États-Unis et de la nouvelle administration. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment bien placés pour le faire. D'abord parce que leur appareil militaire, qui est très significatif, puisque c'est le tiers des capacités de l'Europe, mais est quand même dans une encore très très fortement secoué et affaibli par les expéditions d'Afghanistan et d'Irak, mais ils vont essayer de le faire. Ce qui est donc, tout va une fois de plus dépendre de la capacité ou non des 27 à avoir eux-mêmes un agenda qui soit un agenda crédible. C'est sûr que s'il n'y a pas de proposition du côté européen, les Britanniques vont évidemment tenter la carte pour devenir le paradoxe, mais qui est leur spécialité. C'est là, dans cet exercice, qu'ils sont les meilleurs. Ils vont expliquer qu'ils sont le meilleur représentant de l'Europe pour dialoguer de manière stratégique et militaire. Ils sont quand même encore toujours dans les accords Five Eyes et tout ça. Donc, ils ont par ailleurs quelques leviers. Donc, on en revient toujours à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité d'une réinvention, mais elle va dépendre tout entière de la capacité des Européens à faire des propositions. Là où on peut être quand même un peu optimiste par rapport aux expériences qui ont été connues et décrites par Louis Gauthier, c'est qu'il y a quand même eu une prise de conscience et des risques, parce que le terrorisme, c'est pas seulement en France, parce que la pression russe et turque, c'est pas seulement sur la Grèce et sur l'Ukraine. Donc il y a quand même, par exemple, les pays du nord de l'Europe qui, sur bien d'autres domaines, sont plutôt éloignés des positions françaises. Quand on leur parle du problème russe, voilà, c'est assez concret. Et pour d'autres pays de la Méditerranée aussi, mais pas seulement, comme on l'a vu en Autriche, le problème du djihad, c'est pas une invention française. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, quand même, quelles que soient les déclarations, il y a un tel effet de soulagement du fait... Donald Trump a quand même tellement pesé sur le monde, perverti la démocratie américaine, qui a un effet de soulagement, et c'est bien naturel qu'un certain nombre de responsables soient soulagés, et donc il y a cette espèce de moment d'illusion au retour de l'Amérique de 45. Mais au fond d'eux-mêmes, les gens savent que ça n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de retour à l'Amérique de 45, il n'y a pas de retour à l'ordre de 45, et il va donc bien falloir essayer de donner des réponses neuves. Et donc le trio, ensuite, évidemment, l'Allemagne est clé, puisque maintenant, elle est surpuissante en Europe. Donc, il faut que l'Allemagne bouge. Et la France, malheureusement, a souvent un discours assez juste, mais c'est un pays qui n'a plus aucune crédibilité économique et donc elle a beaucoup perdu de son crédit politique. Et par ailleurs,
très souvent, elle a le don de le dire d'une manière qui agace les autres. Et donc, c'est bien de pouvoir, si on veut faire de l'Europe à 27, c'est bien de ne pas le faire à 1 contre 26. Voilà. Alors, Daniela, on s'est un peu écarté du Brexit là, mais redites-nous rapidement votre sentiment. Où est-ce qu'on va mettre les Britanniques qui restent membres de l'OTAN, bien sûr, qui ne sont plus dans l'Union européenne et qui veulent devenir Global Britain dans notre sécurité? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, tous les arguments qu'on a échangés pour décrire cette nouvelle ère stratégique et aussi les arguments qu'on a échangés pourquoi la relation transatlantique est vitale pour les deux côtés, s'applique aussi pour le Royaume-Uni, à mon avis. Donc, la stratégie de Londres semble assez évidente. La manière de se placer, ou d'essayer de se placer entre les États-Unis et l'UE, à mon avis, c'est un essai, mais tout dépend comment l'administration de Biden conçoit la chose. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une orientation vers l'Union européenne, vers l'Allemagne, certes, mais aussi vers la France. Et donc, je pense que pour le Royaume-Uni, ça veut dire que ce ne sera pas Londres qui va gérer les relations pour l'Europe. Par contre, ce qui peut se passer, et je pense là, on a vraiment aussi un travail de réflexion stratégique et de construction de mode de travail à faire. On est très loin d'une Union européenne qui peut agir rapidement sur toute question de politique étrangère, politique de sécurité, politique de défense à 27, on le sait. Et donc, en cas de crise, on va toujours avoir le réflexe de se trouver en petits groupes pour gérer une telle ou telle situation. Et là, si on arrive à bien établir la confiance entre le Royaume-Uni et les autres pays européens, à mon avis, on va trouver un pragmatisme et une capacité d'agir rapide malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour les Allemands qui aiment toujours les structures, qui veulent tout organiser, tout sur le long terme, c'est peut-être pas la version préférée parce que pour tout ce qui est défense et la coopération structurée avec le fameux PESCO, on a maintenant pris une décision à l'échelle européenne pour associer des pays tiers. Et donc, il y a aussi ça comme proposition à faire à Londres, mais à mon avis, ça va se jouer plutôt dans le cadre de l'OTAN. Et ensuite, dans des groupements plus petits, en cas de crise, en cas de réactivité rapide. Merci. Alors, j'étais une très mauvaise modératrice parce que nous n'avons traité qu'une seule question, mais je vais citer, avant de terminer, 2 ou 3 autres questions que je lègue au panel suivant parce qu'elles concernent l'avenir aussi, qui est le sujet du panel suivant, de la session suivante. Alors, il y en a une sur comment renouveler l'élan dans la direction d'une réforme démocratique du système des Nations Unies. Une question de la sénatrice Conway Mouret. Est-ce que le travail pour l'année à venir dans le cadre de la boussole stratégique devrait s'inscrire dans celui réalisé pour le document OTAN 2030? Et puis une question aussi qui est très intéressante aussi, je trouve, sur la pression pour acheter de l'armement américain sur les États européens. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette pression augmente avec l'administration Biden? Voilà. Merci beaucoup, Daniela Schwarzer. Merci, Louis Gauthier. Merci, Nicolas Bavrez.